Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 3. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client et je suis ravie d'animer cette nouvelle saison avec Roham et Assurenco. Pour ce premier plateau, je suis en compagnie d'Alexis Geffroy, account exécutif chez Zendesk, et Philippe Sanchis, directeur général de Vialink. Bonjour à tous les deux. Bonjour Claire. Alors on va commencer par un premier tour de table assez classique pour que vous puissiez nous présenter vos entreprises respectives. On commence par vous, Alexis. Allez, merci. Alors moi je travaille pour Zendesk. Zendesk est une entreprise américaine qui est le leader mondial dans le domaine de l'expérience client. Donc tout simplement ce que fait Zendesk, c'est de simplifier et fluidifier les interactions qu'une marque a avec ses clients. Très bien. Philippe, Vialink, racontez-nous. Alors Vialink, c'est un éditeur de logiciels et nous on fournit de la technologie, des solutions pour aider plutôt nos grands clients, plutôt les grands comptes, à faciliter, à sécuriser les processus d'entrée en relation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire souvent sur des processus un peu complexes dans la banque, demander un crédit conso, dans l'assurance, une assurance vie, une assurance auto quelquefois. Tout un tas de processus où on doit justifier de choses, où on a des pièces justificatives à apporter en tant que personne. Ben nous, on a mis de l'IA pour automatiser ces processus-là et les simplifier. Très bien. Alors Alexis, chaque année, Zendesk réalise CX Trends, c'est un vaste rapport sur les tendances de l'expérience client. Ouais. Cette année, nous allons nous pencher sur les résultats concernant les entreprises du secteur finance. Donc pour préciser, le secteur finance, c'est banque, assurance mutuelle et immobilier. Il y a un premier chiffre que j'ai noté et que je souhaitais mettre en lumière et qui n'est pas anodin. C'est 42% des dirigeants considèrent avant tout le service client comme une source de revenus. Pendant très longtemps, ça a été plutôt considéré par une grande majorité des entreprises, le service client, comme un centre de coût. Donc, on sent que ça apparaît quand même comme étant de plus en plus stratégique. Et d'ailleurs, 77% des dirigeants prévoient d'augmenter leur budget consacré à l'expérience client. Alors, est-ce que c'est une tendance que vous observez aussi chez vos clients et en règle générale ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir déjà que ce rapport CX Trends, Zendesk aujourd'hui, c'est 170 000 clients. Et on a un petit peu moins de 100 000 clients qui ont participé à cette étude. Donc voilà, c'est une étude qui est vraiment constituée de beaucoup de témoignages. Et effectivement, pour répondre à votre question, on voit aujourd'hui un vrai changement effectivement dans l'approche des directions de service client où on considère effectivement le service client comme un centre de profit pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, les clients sont de plus en plus exigeants. Une mauvaise expérience avec une marque peut être éliminatoire très rapidement. On a plus de 73% des personnes qui déclarent être prêts à changer de marque quand ils vivent une expérience qui ne soit pas bonne. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un enjeu extrêmement fort sur la rétention du client et que par rapport à ça, mettre en place des solutions qui permettent de mieux connaître ses clients, de les fidéliser, de pouvoir les retenir dans le temps, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et aujourd'hui, aller chercher des nouveaux clients, c'est aussi un budget qu'il faut mettre en face, qui coûte cher. Donc le retour sur investissement aujourd'hui sur l'expérience client est réel. Philippe, du point de vue de Vialink, quelle est votre définition de l'expérience client ? Un vaste sujet. Là. Je dirais que la définition, enfin notre définition à nous, ce qu'on peut, si on essaye de mettre des mots sur l'expérience client, je dirais que le client, il a un objectif quand il est dans une relation, digitale ou pas d'ailleurs, avec une grande entreprise. Il a un objectif. Il veut souscrire une assurance vie, il veut souscrire une assurance auto, il a un sinistre à déclarer. Voilà, il a un objectif. Et en gros, son expérience, ça va être son ressenti sur le chemin entre son objectif et la prise de contact. Et quelque part, les attentes, maintenant, elles sont connues. Enfin, on les connaît tous. D'ailleurs, on est tous, nous, clients. Et on est tous un peu pareils. On veut que ça aille vite. On veut que ce soit simple. On veut être autonome le plus possible. On veut être informé aussi. On déteste les processus où on l'enclenche et puis il ne se passe plus rien et on attend. Donc, nos attentes, elles sont très claires. Donc, l'expérience client, finalement, c'est le ressenti sur ce chemin entre une prise de contact et l'objectif. Alors, dans les parcours clients du secteur assurance et mutuelle, quels sont les principaux points d'irritation que vous observez ? Je dirais que quelque part, c'est le pendant de ce que j'évoquais, c'est-à-dire
C'est les irritants, ça va être de la perte de temps, du sentiment qu'il y a une complexité, que c'est compliqué d'engager une relation, de la mener, de passer des étapes. Souvent, c'est lié aussi à des allers-retours, parce que souvent, on initie une démarche et puis il y a des allers-retours qu'on ne maîtrise pas dans le temps, parce qu'on n'a pas l'information, on ne sait pas où on est. Tout ça, c'est ça les irritants, en fait. Et quelque part, le manque un peu d'un self-care un peu assisté, souvent, la solution, ce serait ça, quelque part. Alors, dans ce rapport, l'un des enseignements, c'est aussi l'avenir du service client sera conversationnel. Alexis, qu'est-ce qu'on entend déjà par service client conversationnel? Moi, c'était la première fois que j'en entendais parler. Oui, ça c'est effectivement le service conversationnel. Je pense plus simplement, c'est le fait d'engager une discussion avec ses clients. C'est très intéressant ce que dit Philippe sur les irritants et sur le fait que nous sommes tous clients. On vit tous dans ce monde ultra connecté et donc tous, on a vu nos habitudes de consommation évoluer avec le temps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie culture de l'immédiateté. C'est-à-dire que on disait tout à l'heure, quand la box Internet tombe en panne, maintenant, c'est de un, on a envie de l'acheter par la fenêtre, et de deux, il faut qu'elle refonctionne très très rapidement. Et donc ce besoin d'être réassuré, ce besoin d'être entendu, ce besoin qu'on va avoir une réponse dans les meilleurs délais, aujourd'hui, on l'applique tous dans l'ensemble des relations qu'on a avec notre banque, avec notre assurance, avec les marques chez qui on est client. Et donc aujourd'hui, ce que les clients veulent, c'est de pouvoir le plus simplement possible, entrer en discussion avec justement avec leur assurance, avec les services. Et donc, entrer en discussion, ça veut aussi dire de pouvoir avoir accès à des canaux de communication qui sont adaptés en fonction du moment où je me trouve, de où je me trouve. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, typiquement, on s'aperçoit que des canaux comme WhatsApp sont en très très forte croissance dans la relation client, avec des taux de satisfaction qui sont très élevés, puisque tout simplement, on a toujours un téléphone sur nous, donc le fait de pouvoir engager avec un service client via WhatsApp, le fait de pouvoir engager une discussion très simplement, c'est des choses qui sont très appréciées. Donc un service client conversationnel, ça veut dire le fait de pouvoir entretenir une discussion avec la marque dont je suis client, discussion qui soit du coup, c'est l'étape d'après, la plus fluide et la plus simple possible. Et éventuellement en continuité, en permanence en fait, finalement, en continu. Exactement. Ça, c'est vraiment aujourd'hui la vision qu'on a, qui est de dire, peu importe le canal de communication par lequel le client souhaite entrer en contact avec nous, une marque doit entretenir une discussion avec son client. Cette discussion, elle peut commencer sur WhatsApp, elle peut s'enchaîner avec un formulaire à un moment donné en ligne parce qu'on a une problématique X ou Y qui nécessite de clarifier au mieux sa demande, et se finir par un appel téléphonique. Mais tout au long, finalement, de ce cheminement, moi, en tant que consommateur, en tant que client, je dois avoir l'impression que je parle avec la marque, que cette discussion est fluide, qu'on sait qui je suis, qu'on sait pourquoi j'entre en contact avec la marque, pourquoi je suis éventuellement entré en contact dans les jours ou semaines passés, et d'avoir vraiment un sentiment de réassurance sur le fait que la marque attache une importance à qui je suis et à ma problématique. Alors, on note aussi dans ce rapport que 78% des dirigeants de cet univers finance revoient actuellement tout le parcours client. On parlait justement de continuité dans l'échange. Tout le parcours client pour une expérience client plus agréable et plus fluide. Et 58% des organisations ne proposent pas encore de service client conversationnel, mais comptent le faire prochainement. Alors, Alexis, quelles sont selon vous les actions à mener en interne pour un service client plus conversationnel, pour faire ce que vous venez de nous décrire tout de suite? Je pense qu'effectivement, tout chemin commence par une prise de conscience. Je pense que cette prise de conscience, elle a définitivement lieu. Et donc voilà, je pense que l'étape d'après, c'est effectivement de le faire, de proposer ces canaux de communication, de s'accompagner des bons acteurs pour pouvoir le faire. Et puis, je pense aussi que la clé pour tout ça, c'est d'investir sur sa relation client, mais d'investir aussi sur les hommes et les femmes qui font la relation client dans les entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, quand on prend un appel téléphonique, même quand on répond à un email avec le sourire, ça fait une différence, le client le sent, et de s'intéresser vraiment à son client. Et je pense que pour les marques, c'est de s'intéresser vraiment aussi aux gens qui sont leurs représentants vis-à-vis du client final.
Alors Philippe, concernant les parcours clients, justement, le secteur de l'assurance et des mutuelles a tendance à utiliser beaucoup de papier. Quelles sont justement les étapes qui sont digitalisables pour faciliter ces parcours ? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes qui ne soient pas digitalisables. Et c'est pas antinomique avec ce qui a été évoqué, puisque à la fois les étapes, les parcours peuvent être digitalisés, mais avec un rapport humain à certains moments qui est de qualité et qui est finalement à un moment donné au centre de l'interaction. Rien de pire que de devoir réexpliquer 3 fois un sujet. On l'a tous fait, ça nous est tous arrivé. Mais oui, absolument. Mais en termes d'étapes, que ce soit, j'allais dire, la souscription, que ce soit même une déclaration de sinistre, que ce soit dans la vie du contrat ou dans la souscription à un produit ou à un ensemble de services, il y a très peu d'étapes qui ne soient pas digitalisables. En fait, les outils technologiques, aujourd'hui, ils sont là. La technologie, elle est là. On parle toujours d'IA, mais effectivement, les solutions sont là. Il faut simplement, j'allais dire simplement, les mettre en musique et aller au bout de la démarche de vouloir les utiliser en ayant toujours les grands principes qu'on évoquait juste avant en tête, c'est-à-dire une expérience client, un parcours qui soit le plus simple, avec un client qui est le plus informé et qui maîtrise le plus son parcours. C'est quelquefois un peu plus difficile dans des domaines réglementés. La banque, l'assurance, bien sûr. Là, on a souvent quand même deux aspects difficiles à concilier. Un enjeu, j'allais dire, de relation client, d'expérience client, de commercial, quelque part. Et puis, de l'autre côté, un enjeu réglementaire, qui, lui, est là et qui pèse souvent beaucoup sur la facilité ou la simplicité des parcours. Alors, quels sont justement ces avantages à digitaliser ces parcours clients et toutes les étapes de ces parcours clients dans l'assurance ? Je dirais qu'en fait, pour moi, j'en vois 4 principaux, là où la technologie peut apporter des choses. Alors, des bénéfices, si on parle de bénéfices un peu majeurs, mécaniquement, on va retomber sur ce qu'on évoque depuis le début de notre conversation, c'est-à-dire une expérience client qui soit plus fluide, plus simple, plus sécurisée, plus assistée finalement, parce que la technologie, elle n'est pas là pour remplacer, elle est là pour assister dans le parcours, donc pour rendre plus fluide, plus facile les choses. Donc ça, c'est vraiment un premier bénéfice. J'allais dire qu'il y a un deuxième bénéfice qui est un petit peu lié à ce que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire l'aspect un peu réglementaire, c'est on va pouvoir minimiser le risque, les risques qui sont inhérents à des activités réglementées, des risques de fraude, des risques de sanctions de la part du régulateur. Et là, la technologie va pouvoir permettre de concilier ça avec l'enjeu de l'expérience client. Des bénéfices qui sont assez évidents aussi, c'est que quand on met de la technologie dans tout ça, on va avoir des gains de productivité qui vont être importants. Non pas parce qu'on remplace de l'humain, c'est pas le but. Le tout automatisé, je pense que quelque part, c'est un mauvais objectif. Mais par contre, on va pouvoir le gagner du temps. Parce que, par exemple, nous, quand nos solutions sont déployées chez nos clients, on analyse des dossiers clients, on facilite les parcours. En quelques secondes, on a fait ça, alors que il faut 20-30 minutes pour le faire humainement, j'allais dire. Donc, il y a une dimension de gain de productivité qui est là. Et puis, je dirais qu'il y a un 4e point, et qui est important aussi, c'est que on parle toujours d'expérience client, d'expérience, parce qu'on pense au client, mais il y a l'expérience collaborateur aussi, et qui est très, très importante, je pense, parce que, notamment, des technologies comme l'IA et autres permettent non seulement de faciliter la vie aux clients, mais aussi de faciliter la vie aux collaborateurs et de le recentrer sur des tâches qui sont vraiment à valeur ajoutée, où l'IA va pouvoir l'assister, lui dire là, voilà, il y a un point d'attention sur ce dossier-là, où il y a quelque chose à traiter, ou voilà un point d'alerte. Et donc, se recentrer sur une expertise, sur une qualité de relation, sur une qualité d'échange. Et ça me semble vraiment important. Alors, on va parler aussi de satisfaction client. 76% des organisations ont cherché à l'améliorer en 2022 et 68% vont investir davantage dans son suivi et son optimisation. Alors, nous avons justement interrogé Ralph Ruimi, cofondateur d'Achille, qui nous donne son point de vue sur la gestion de la satisfaction client au sein d'Achille. On l'écoute tout de suite.
La relation client chez Achille, c'est le nerf de la guerre pour une société qui est 100% digitale comme nous. C'est quoi? C'est déjà, on a un premier point, c'est le point d'entrée de toute relation avec un client, que ce soit avant la signature de son contrat, avec notre service commercial qui va rappeler l'ensemble des devis pour pouvoir faire la souscription. Pendant la vie du contrat, tout ce qui est avenant, envoi d'attestation, réponse aux questions, et bien malheureusement après, tout ce qui est sinistre et résiliation, donc on est présent sur l'ensemble de la chaîne. C'est deux choses aussi, c'est un indicateur très important de la satisfaction de nos clients, c'est-à-dire que la relation client nous fait remonter l'ensemble des insatisfactions ou des satisfactions. Malheureusement, il y a plus d'insatisfaction que de satisfaction dans une relation client. Les gens ne nous appellent pas pour nous dire c'est super ce que vous avez fait, c'est plutôt ils nous appellent quand ils ont des problèmes. Deux choses, c'est aussi un feedback. Avec cette relation client, ça nous permet d'améliorer nos produits, même parfois d'en fabriquer des nouveaux. Parce que souvent, suite à des besoins de certains assurés, on se dit tiens, ça c'est pas bête, on pourrait le faire. Donc avec toutes les questions et tous les problèmes rencontrés, on fait évoluer nos conditions générales, on fait évoluer nos produits, on fait même évoluer notre gamme de produits proposés sur le site. Et quatrièmement, c'est quelque chose c'est le plus difficile dans notre métier, c'est comment rendre ludique quelque chose qui ne l'est pas du tout. On ne peut pas dire que l'assurance, ce soit le produit le plus sexy du monde. Comment je peux réussir à expliquer à un client comment marche de l'assurance, comment répondre à ces questions en étant le plus simple et le plus pragmatique possible. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Alors Alexis, une réaction justement à ce que vient de dire Ralph Rumi d'Achille. C'est intéressant effectivement ce qu'il dit à propos justement de l'insatisfaction. On parlait tout à l'heure de la nécessité de sourire à ses clients quand ils appellent, de les écouter, ce que disait Ralph. Je dirais que même au-delà de les écouter, je pense qu'il faut les entendre. C'est pas la même chose d'écouter quelqu'un que d'entendre vraiment ce qu'il nous dit. Et je suis convaincu, on parlait aussi de la nécessité de considérer la relation avec l'expérience client comme un centre de profit, et que par rapport à ça, le fait d'écouter et d'entendre ce que ses clients ont à nous dire, c'est assurément une mine d'or sur la façon dont il faut faire évoluer les choses. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que on parlait et Philippe parlait tout à l'heure de technologie qui doit assister. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aussi. Nous, on croit beaucoup, en tout cas, à l'intelligence artificielle, justement, qui assiste. C'est-à-dire celle qui permet d'aller détecter l'émotion d'un client pour comprendre que là, il est dans une situation de trouble, il est dans une situation qui nécessite peut-être de passer en priorité, de passer avant quelqu'un qui a un besoin plus standard ou moins urgent, d'avoir aussi une intelligence qui permet aux personnes qui sont sur le terrain, aux personnes qui doivent prendre tous ces appels, parfois dans des situations compliquées, face à des situations de mécontentement. C'est pas facile d'avoir la bonne aide, le bon message, d'avoir le bon... Philippe parlait de self-care tout à l'heure, d'avoir la bonne aide, justement, pour garantir l'efficacité opérationnelle du service. Et c'est ça, c'est toutes ces petites étapes mis bout à bout qui vont être garantes, finalement, de la satisfaction du client. Alors, le rapport aborde également la notion de personnalisation. 77% des organisations comptent investir davantage dans la personnalisation des interactions de service client et d'assistance en 2023. 79% pensent que la personnalisation est un moteur de rétention client et 82% jugent que les données de service client ne sont pas assez exploitées à des fins de personnalisation. Je pense qu'effectivement, il y a encore du travail à faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend par personnalisation dans ce contexte déjà, Alexis? Et qu'est-ce que vous observez, vous, chez vos clients sur le terrain? On entend par personnalisation le fait de savoir qui entre en contact avec mon service. Aujourd'hui, je pense qu'au XXIe siècle, c'est éliminatoire de devoir repréciser. Philippe parlait de devoir expliquer 3 fois pourquoi on appelle. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, on a les outils, on a les moyens, on sait qu'il faut le faire, donc il faut le faire. Et la personnalisation, c'est effectivement le fait d'être capable de savoir qui appelle, le fait d'avoir accès à l'historique des interactions. Je pense qu'aujourd'hui, une marque qui répond à un client en disant Madame Morel, bonjour, est-ce que vous nous appelez par rapport à la problématique que vous avez rencontrée la semaine dernière? Sachez que nos services travaillent dessus, je voulais justement vous faire un update sur le sujet. Je pense que c'est une discussion qui démarre bien. Et aujourd'hui, on est tous clients, il faut avouer qu'on a encore un petit peu de mal à trouver cette fluidité dans l'expérience dans beaucoup de services. Il y a une identification éventuellement du client, mais en revanche, par rapport à l'historique du parcours et d'éventuelles interactions que le client a pu avoir avec le service client, on est encore un petit peu loin de tout ça, j'ai l'impression. Ouais, je pense que dans 2 ans, on se dira des choses quand même très différentes. Aujourd'hui, la technologie le permet. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on est capable de démarrer une discussion sur WhatsApp et de la finir sur un appel téléphonique de façon extrêmement fluide.
Chez Zendesk, je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 ans, on parlait de tickets. Maintenant, on parle de discussion. C'est-à-dire qu'un client n'ouvre plus un ticket au service client, il entame une discussion. Cette discussion, elle se clôture à un moment donné sur un sujet précis, mais pour aller au-delà, cette discussion entre une marque et un client, elle doit durer pendant toute la durée de vie du contrat, ce que nous disait Ralph, pour justement avoir cette vraie personnalisation, cette vraie personnalisation sans couture, je dirais. Alors cette personnalisation qui porte sur la connaissance client, etc., qui provient de la data. On parle aussi beaucoup d'IA. Et justement, Philippe, une question sur l'IA et à quoi elle peut servir quand on parle d'expérience client. Peut-être en donnant quelques exemples pour incarner un peu ce que ça peut être, des choses que nous, on fait pour nos clients tous les jours, sur justement, si on prend des processus un peu compliqués, voilà, une assurance vie, où on a des, en tant que personne, on a des choses on a des documents à transmettre. Voilà, on doit transmettre des documents sur son identité, sur ses revenus, sur voilà, un ensemble de choses qui sont plus ou moins compliquées. En fait, l'IA, la technologie, elle permet de fluidifier exactement ce type de processus-là. Exemple tout bête, au lieu de dire au client, là vous me chargez votre pièce d'identité, puis là vous allez me charger votre avis d'imposition, puis là vous allez me charger votre justificatif de domicile, des choses comme ça. On lui dit chargez-nous les documents et en fait il y a une IA qui détecte les documents, qui lui dit votre dossier est complet, vous avez bien chargé, merci, voilà, ou alors il vous manque tel document. Ça c'est déjà un premier niveau d'assistance. Un deuxième niveau d'assistance, c'est si on lui a demandé un justificatif de domicile de moins de 3 mois, je dis n'importe quoi, mais enfin c'est souvent le cas. L'IA elle peut dire excusez-moi, vous vous êtes trompé, il a plus de 3 mois votre justificatif de domicile. Le client, à ce moment-là, il l'entend. Et il a plutôt la réaction, parce qu'il est en train, dans son action, de se dire « Ah mince, je me suis trompé, c'est pas grave, puis il en charge un autre. » Si c'est un opérateur qui le rappelle 3 jours après, où lui, il pense qu'il a tout fini, qu'il a tout fait bien, il lui dit « Mais excusez-nous, mais vous êtes trompé, c'était pas le bon. » Et là, on commence, le parcours du combattant commence. Là. Elle est déjà, ça part mal. Donc ça, c'est des petits exemples, mais où l'IA peut apporter, quand nous, on analyse tout un dossier client des pièces justificatives en quelques secondes, on a la capacité justement de donner un retour immédiat au client, à la fois en automatisant et en accélérant les processus qui sont derrière, de contractualisation, justement sur une assurance vie ou autre, mais également dans la réaction et dans l'interaction avec le client. Et donc là, cette dimension un peu, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, un peu de self-care assisté, c'est là où l'IA c'est un exemple où l'IA prend toute sa puissance, j'allais dire. Alors un dernier point, une dernière question pour clore ce plateau. Quels sont vos conseils pour améliorer l'expérience client dans l'univers de l'assurance et des mutuelles, Alexis ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. À mon sens, aujourd'hui, les assurances et les mutuelles doivent s'adapter aux nouveaux canaux de communication. Encore une fois, aujourd'hui, les outils permettent de déployer, de mettre à disposition du consommateur l'ensemble des canaux de communication. Je pense aussi qu'il y a un très gros enjeu sur la fameuse personnalisation dont on parlait, sur la volonté d'aller entendre ses clients, sur la volonté de les connaître. Et sur la volonté effectivement de consolider des informations par rapport à ça. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, la technologie, ce que disait Philippe, l'intelligence artificielle au service de l'humain, justement, au service de l'efficacité des organisations, au service de la satisfaction du client, permet d'accélérer vite sur ces sujets-là. Et Philippe, vos conseils par rapport à la digitalisation, par exemple, le fait que ça puisse servir à la fois les collaborateurs, je vais y arriver, et les clients, ce serait justement un de vos conseils ? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience que tout est là, en fait. C'est-à-dire que les enjeux, les grands acteurs de l'assurance ou les mutuelles les connaissent parfaitement.
Mais peut-être, moi j'aurais tendance à dire, tout est là, enfin les solutions sont là. C'est pas un enjeu technologique, c'est un enjeu de décision et de mouvement. Et ça, je dirais, allons-y. Hein. Il n'y a plus qu'à. On est prêt. Parfait. Merci à tous les deux. Merci Claire. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode des rendez-vous de l'expérience client, lors duquel nous verrons comment l'expérience client est un élément stratégique et différenciant pour les assureurs et les mutualistes.